Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Bienvenue les explorateurs et les exploratrices du e-commerce. Qui dit nouvel épisode dit nouveaux intervenants et aussi nouveaux thèmes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à macoq.com, l'histoire donc d'une success story ou en tout cas d'une réussite e-commerce. Et l'idée justement avec cette marque-là, c'est intéressant et ça me tient à cœur, c'est de savoir comment on réussit à percer dans le e-commerce avec justement l'idée de base, ensuite le présent, le futur, l'international. Enfin voilà, il y a plein de domaines donc à explorer au niveau de ce thème. Et pour m'accompagner, j'aurai deux intervenants donc avec moi que je vais vous présenter dans quelques instants. Même d'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite puisque à ma gauche, j'ai Christopher Cossin qui est directeur donc général de SteerFox, qui est une agence SEA. Bienvenue Christopher. Merci. Et de l'autre côté, donc l'un des cofondateurs de macoq.com, donc Anatole Rozan. Oui, je prononce bien Anatole. Oui, c'est ça. Bienvenue Anatole. Juste avant de rentrer justement dans ta success story, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, mais tu vas nous le dire pourquoi d'ailleurs tu n'aimes pas. Je vais laisser Christopher te présenter. D'ailleurs, ton parcours, ce que représente SteerFox et qu'est-ce qu'une agence SEA? Parce que même moi, pour être très honnête, SEA, voilà, si tu n'es pas dans le domaine du e-commerce, il faut que tu ailles chercher sur Internet, tu vois que c'est de l'anglais, voilà, je te laisse le présenter. Je vais t'éviter ça. C'est gentil. Donc, bonjour à nouveau. Christopher Cossin, moi je suis le directeur général de SteerFox. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le secteur. Donc le e-commerce, ça fait très longtemps que je suis ça. Et ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint SteerFox. Et pour répondre à ta question, SteerFox c'est quoi? C'est deux choses. Donc communément, on appelle ça une agence SEA, mais c'est vraiment quelque chose de très générique. Une agence SEA, ça fait quoi? Ça va chercher des utilisateurs pour les emmener dans une boutique e-commerce. C'est vraiment ça. Maintenant, SteerFox, on aime bien dire qu'on est différent, c'est un peu normal, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'il y a deux choses. Chez SteerFox, il y a déjà 40 personnes qui sont experts en ce qu'on appelle du marketing d'acquisition, donc dans ces techniques pour amener des gens sur une boutique e-commerce. Ils ont toutes les certifications, ça fait des années qu'ils travaillent sur le sujet. Et en parallèle de ça, on a une plateforme technologique. Donc ça fait 7 ans qu'on la développe déjà. Et cette plateforme, elle a plusieurs fonctionnalités, mais une essentielle qui est de magnifier, de révéler le potentiel d'un catalogue produit d'un e-commerçant. On a encore trop de clients qu'on démarre qui réalisent la majeure partie de leurs ventes à partir de 5 produits. Ils ont 1000 produits, il y a 5 produits qui font 80% des ventes. C'est dangereux. Et c'est surtout dommage. Dangereux pour des questions d'approvisionnement. Si le fournisseur ne fournit plus, on n'a plus rien à vendre. Et on s'adresse quasiment exclusivement à des PME qui ont des problématiques d'approvisionnement. Et puis le deuxième point, c'est dommage parce que ça veut dire qu'il y a des potentiels qui sont non révélés. Donc on essaie vraiment d'apporter ce qu'on dit la solution croissance e-commerce à aujourd'hui 150 sociétés avec lesquelles on travaille. Écoute, en tout cas, si tu es là, c'est parce qu'il y a deux raisons. Alors déjà, on est ravis que tu sois avec nous en tant que consultant de luxe. Voilà, moi je me permets de le dire. Et de deux, c'est parce qu'il y a un lien avec macoq.com puisque vous avez travaillé ensemble. Et justement, on va le voir au travers de ton histoire. À quel moment Christopher intervient, en tout cas SteerFox intervient. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça a généré finalement? Les bons comme s'il y a des mauvais moments, hein, en tout cas, ou des mauvaises surprises. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas. On en parlera un peu plus tard. Je vais te laisser te présenter avant même de parler de macoq.com. Anatole, voilà, t'es jeune, les études que tu as faites et ça fait combien de temps que macoq existe.com? Ouais. Alors, ouais, donc je m'appelle Anatole. En fait, je suis passionné par le web depuis que je suis tout petit. Avec mon frère, on a commencé sur un blog sur l'actualité Apple parce qu'on était fan d'Apple, des iPhones. Nous, c'est arrivé, le premier iPhone, il est arrivé en 2007, donc on était comme des enfants avec une nouvelle technologie. Et en fait, on a été passionnés et on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a créé un blog ensemble qu'on a appelé Atiphone pour Anatole et Théophile iPhone. Et en fait, suite à ça, on parlait en fait du jailbreak, donc comment craquer le téléphone. On était passionnés par ça. Et on faisait notamment des partenariats avec des boutiques de coques et des créateurs d'applications. Donc on a fini par avoir une app développée par un Brésilien gratuitement. Enfin bon, on est allé très très loin dans le concept et j'ai fini après par transformer le blog en boutique. Donc on a essayé de créer une boutique par nous-mêmes et c'est là que macoq est né en 2012, donc quand j'étais en première.
D'accord, donc tu as commencé très tôt, hein, finalement, c'est un jeune entrepreneur, Christopher, du côté d'Anatole. Totalement, totalement. Mm. On a quelques cas dans nos clients donc de passions qui sont devenus en fait des métiers et c'est plutôt louable, c'est plutôt putain intéressant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je sais pas si tu en as conscience, mais enfin, je vais te poser une question. À ton avis, combien de produits y a-t-il sur macoq.fr? Donc combien de coques différentes y a-t-il? Bah, j'ai préparé un peu le sujet, donc il me semble qu'il y en a plusieurs milliers, mais beaucoup de milliers. Voilà, Voilà. entre C'est 50 et 100 000. 200 000 produits. J'allais dire 100 000. Ouais. Ce qui est énorme. Ouais. Ouais. Oui, mais bon, de toute façon, à partir du moment quand tu dépasses des dizaines de milliers de produits, ça devient des catalogues monstrueux. Ouais. Mais ça donne la profondeur de l'offre en fait qu'il faut atteindre pour, euh, pour marcher, j'allais dire cartonner. Alors, je sais pas si le terme est exact, etc., mais pour se développer dans le secteur. Alors, là, je fais juste un rétropédalage. Chiffre d'affaires juste de l'année dernière. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, 2,5 millions de CA. Voilà, 2,5 millions, c'est aussi pour ça que tu es là. C'est parce que, on l'a dit, pour l'instant, c'est une réussite. Donc là, je reviens effectivement en arrière par rapport au fait que tu l'as créé il y a à peu près 8 ans. Ouais. Tu faisais tes études en parallèle. Tu as fait quoi comme études au final? J'ai fait un bac ES basique. Comme moi. Ouais. C'est pas basique, c'est très bien. Voilà. Bac ES aussi. Moi, c'était B à mon époque, mais Je voulais ça, Christopher, en disant, mais c'est la même époque que nous. Voilà, bac. Et en fait, j'ai monté ça donc en première. Et après, j'ai fait 3 ans de web marketing. Mais en fait, pendant ces études, je travaillais beaucoup sur Macoq parce que c'était en plein développement. Et après mes études de web, j'ai complètement consacré mon temps à Macoq. C'est important. Moi, ma question, c'est tout simplement aussi pour s'adresser à ceux qui regardent la vidéo que, évidemment, que des grandes études, c'est toujours intéressant. On va pas se mentir, il faut. Enfin, je veux dire, si on a la capacité, on le fait. Mais il existe de tout dans une réussite. On peut avoir des profils comme le tien, voilà, qui ont commencé très tôt sans forcément faire des grandes études. Et finalement, tu apprends sur le tas, en fait. Tout ce que tu as appris là au fur et à mesure, que l'on va évoquer d'ailleurs dans cet épisode, toutes les problématiques et tu t'étais confronté directement avec, quoi. Sur le terrain tout de suite, quoi. Ça, c'est grâce à une chose, c'est le web en général et aussi la facilité de créer des sites internet qui a changé énormément. Alors, je dis, moi, j'ai connu, c'est parce que j'ai commencé il y a très jeune, mais les sites en Flash, des sites horribles. Alors, j'ai pas encore connu. J'ai connu des boutiques qui étaient. Ah ouais. Oui, vous auriez vu les boutiques à la fin des années 90. Voilà. E-commerce, c'était scandaleux, quoi. Enfin, Avec le recul de maintenant, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. C'est deux salles, deux ambiances, comme on dit. Ouais. Et c'est ça qui est hyper bien, c'est qu'avec le web, je pense que tout le monde aujourd'hui peut créer son site et avec des technologies comme Shopify, etc., il y en a plein. Et c'est ça qui est super. Et enfin, c'est un vrai bac à sable où même à 15 ans, on peut faire des super trucs et c'est trop marrant. Enfin. Est-ce que tu te rappelles avec justement, ou est-ce qu'on a le droit de le citer, avec quel site tu as commencé pour pouvoir créer ton site? Ouais. Voilà, est-ce que tu veux en parler ou pas? Ouais, alors j'ai surtout, moi j'ai commencé par faire des sites avec une application obscure que Apple avait développée qui s'appelle iWeb. On reste toujours dans la passion Apple quand même. Oui, vas-y. Donc iWeb où c'était des glisser-déposer d'éléments, c'était vraiment hyper moche. C'était page par page. D'ailleurs, les sites avant, ça se facturait à la page. On disait, oh, je te vends un site, combien de pages? Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Et donc j'ai commencé avec ça, puis je suis passé sur WordPress, et c'est là que j'ai créé une boutique avec WooCommerce. Puis après, je suis passé sur PrestaShop. Et on est resté pour l'instant sur PrestaShop, tout en ayant essayé d'autres technologies comme Magento et autres. Ok, ça me permet de citer différentes marques, voilà, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient créer un site, voilà. Bon, t'en as cité quelques-unes, on peut en citer même d'autres, hein, si vous en avez d'autres à citer, voilà, pour pas faire trop de favoritisme, mais voilà. là, on a vraiment les leaders. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Anatole. Ouais, on a vraiment les leaders. Après, il y a un ratio fonctionnalité-complexité qui est. Plus tu vas vers Magento, plus tu vas dans les coûts et dans la complexité, à l'inverse de Shopify qui va être très simplifié, mais qui va probablement être moins évolutif. Est-ce que tu en penses que et PrestaShop qui est un peu le juste milieu entre les deux. Voilà, exactement. J'ai une question. Alors, à quel moment c'est intervenu, on va dire, la première commande? Raconte comment ça s'est fait. Voilà. Déjà, alors, je vais peut-être un peu trop vite. C'est comment comment tu récupères du matériel à vendre finalement. Comment on se lance? On se dit, bah tiens, je commence à avoir peut-être du réseau, du flux, voilà, où est-ce que je m'apprive, je prends de tous ces produits, quoi. Ouais, carrément. Moi, ce qui m'amusait beaucoup, en fait, c'était de créer le site et la boutique, le fait de créer une boutique, de se dire qu'on peut vendre des objets. Pareil, aujourd'hui, ça paraît hyper simple, mais à l'époque, c'était pas très commun non plus.
Et donc, moi, ce qui m'amusait, c'était de faire le site, parce que c'était en plus toujours lié à Apple, l'iPhone, etc. Et je m'étais mis en objectif de le sortir pour la sortie de l'iPhone 5 à l'époque, donc en 2012, ce que j'ai fait. Et après, bah, ça n'a été que de la débrouille, donc c'est essayer de trouver des fournisseurs en tapant des mots-clés sur Google. Enfin voilà, c'est accessible à tous et à toutes. Et après, ça a été que de la débrouille. Au début, j'écrivais les adresses à la main, puis au fur et à mesure, ça a pris un peu de l'ampleur. Et mes parents m'ont rejoint. Ça a commencé par mon père, et puis ma mère, et puis toute la famille qui a suivi. Et on allait à la poste, voilà. Donc c'est vraiment, c'est un peu enfin, étape par étape. Au début, très 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 DIY manuel, et puis on apprend sur le tard, et c'est ça qui est sympa. Ok. T'en vois souvent des jeunes entrepreneurs comme ça, qui familiales, on va dire? Alors, familial à ce point-là, pas à ma connaissance. Belle histoire, justement. C'est une super histoire. Enfin, et comme tu disais, même enfin, par rapport à les études, tu vois, l'ouverture. Alors moi, je suis un peu plus âgé que vous. J'ai des enfants qui commencent à arriver. Je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire? Pff, ils savent pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est super d'avoir une passion de pouvoir transformer en métier. Après, des histoires comme ça, comme je disais tout à l'heure, on n'accompagne que des PME. Et on en a plusieurs, justement, où c'est une combinaison de passion et d'expertise. Parce qu'au-delà de rechercher des fournisseurs sur Google, tu as quand même une expertise par rapport au produit. Tu sais voir un bon produit et un mauvais produit. Tu ne fais pas juste de la revente. Donc il y a quand même un travail de sélection qui est vachement fort et qu'on retrouve parmi d'autres clients dans des secteurs vraiment spécialisés. Hein. Ça va de gens qui vendent des jouets. Parce que des jouets, on peut en trouver en grande surface, c'est là où les gens achètent le maximum de jouets, mais il y a des vendeurs vraiment spécialisés qui ont une vraie passion pour ça. D'ailleurs, mettent en avant l'histoire qu'ils ont des enfants et que leurs enfants testent les produits avant qu'ils les vendent. On en parlait tout à l'heure, on a un client qu'on vient de démarrer qui travaille dans le modélisme. Modélisme, alors quand j'étais enfant, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc c'est vrai qu'on allait dehors faire marcher des voitures, des avions, etc. Et donc ça devient une niche, il n'y a plus de magasins dans la rue. Et les gens spécialisés qui arrivent à se développer à l'international depuis la France en vendant ces produits-là. On a des clients qui sont dans le domaine de l'accessoire auto, moto. Voilà, c'est vraiment une somme de secteurs. C'est pas l'alimentaire, hein, mais où on retrouve effectivement des belles histoires de sites qui se développent vraiment bien. Mais ça repose vraiment, et pardon d'insister là-dessus, mais sur une réelle expertise produit. C'est vraiment clé. C'est pas le catalogue générique qui fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait une expertise là-dessus. Et nous, on essaie à ce moment de le révéler, quoi. C'est un peu notre métier. Comme je disais, j'aime bien le considérer comme un peu un sparring partner, quoi, qui me monte sur le ring avant le match, mais qui est un peu l'homme de l'ombre. Toi, tu me disais consultant luxe, si tu veux. Ça se rejoint. Mais ça se rejoint, on est totalement d'accord. Mais c'est vrai que notre rôle, c'est pas être mis en avant, c'est vraiment de travailler justement pour aller développer les ventes sur ces catalogues. Alors, on s'est arrêté à l'histoire où tu fais rentrer la famille, voilà, concrètement. Comment ça se passe, justement, pour ceux qui s'interrogeraient, de prendre un bureau, de s'installer dans des locaux, ou finalement de faire ça de chez soi? Alors, tout dépend, j'imagine, du produit que tu vends. En tout cas, dans ton cas, toi, c'est resté encore familial, c'est ça, si j'ai bien compris? Tu n'as pas pris de bureau de locaux? Non, non, on est dans le garage de mes parents, toujours. C'est génial. Donc, on l'a aménagé, on l'a agrandi au fur et à mesure, mais ouais, toujours, c'est un petit garage à Rueil-Malmaison. On va pas donner l'adresse, ouais. Ouais, on vous accueillera hein, si vous venez. Tu mets un stand devant et tu vends des coques? Pas encore. Mais non, Plus voilà. besoin, je crois, On est, plus besoin. ouais. Et puis Internet, c'est super pour ça. Non, mais là, pour le coup, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le vrai avantage, c'est que Internet, le e-commerce, permet aussi de pas forcément. Alors, ça dépend des produits, je l'ai dit, hein, je pense que tu peux me corriger, Christopher, hein, mais dans l'absolu, on peut rester chez soi au début, quoi. En gros, c'est un peu ça. On n'a pas besoin d'avoir des coûts de location d'un bureau ou autre. Ah non, beaucoup de clients qui sont encore à leur domicile et qui effectivement, comme dans le cas d'Anatole, on ne parle pas de sociétés qui font quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, on parle de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi un des bénéfices de notre secteur, c'est qu'on peut effectivement éviter de prendre un gros entrepôt et de se délocaliser. Ouais, pour ceux qui voudraient se lancer, en tout cas, on peut leur dire que ça peut se faire, en tout cas, de chez soi, entre guillemets, hein, je veux Pour dire. commencer, et puis après, il y a plein de solutions logistiques de prestataires qui ont des super offres.
et qui permettent de stocker et expédier les produits pour son e-commerce. Donc franchement, ça marche bien. Alors, comment ça s'est passé quand ça a commencé à se développer? Tu parlais du stock. Voilà. Comment ça se passe à ce niveau-là? Tu te dis, bon, bah, à un moment donné, je peux pas tout mettre dans mon garage, hein, au bout d'un moment. Donc, voilà, on prend son téléphone, on va voir sur Internet comment ça se passe. Alors, on n'a pas externalisé, hein, donc là, c'est toujours dans le garage, mais on a trouvé plein d'astuces pour essayer de faire en sorte que le stock tourne tout seul, et d'éviter d'avoir trop de quantité de produits en stock, et essayer que ça tourne et que ça soit une machine qui soit bien rodée. Donc, ça, on a beaucoup bossé là-dessus. Mais aussi, enfin, mine de rien, les ventes, comme quand on en a beaucoup, on a de la data, on peut analyser ce qui marche bien, les meilleurs coques. Et après, une coque qui marche bien sur iPhone, elle marchera sur un Samsung aussi bien. Oui, tu parles du style de la coque, Ouais, hein, ouais. voilà. Et comment ça se passe voilà, quand tu as tes commandes, est-ce que tu peux nous parler de chiffres, de commandes journalières ou de commandes mensuelles? Est-ce que tu peux en parler ou voilà, Ouais, c'est un peu secret? Ouais. Non, pas trop de secrets. Non, tu le dis, Non, hein, je veux dire, on est là, nous Ouais. on est en roue libre, hein, donc effectivement, si tu as envie d'en parler, tu peux, sinon Ouais. non. Non, on est à peu près à 15 000 commandes par mois, Mhm. avec un panier moyen de 17 euros, hors taxe. Donc si je dis pas de bêtises, tu es à 500 par jour, pas quasiment. Ouais, c'est ça. C'est ça, si je Au calcule calcul. bien. Donc c'est quand même pas mal, hein, Ouais. 500 par jour. Ouais. Pour gérer ce genre de choses dans un garage, finalement, c'est pas Ouais. mal. Ouais. Donc tu vas à la poste tous les jours, comment ça se passe? Non, hein maintenant la poste se déplace au garage. J'ai un semi-remorque qui vient chez Ouais, Anatole. c'est un peu ça, hein, tous les jours à 15h30, T'entends Didier. le Ah, truc c'est qui ça. recule, tu C'est sais. ça, hein, vraiment en plus. Il y a un vrai rendez-vous quotidien Ouais. chez toi. 15h30, Didier de la Poste qui vient avec son camion et qui est très bien accueilli. On lui amène des caisses d'enveloppes avec les coques, et puis il s'occupe de les amener à Nanterre pour les expédier. C'est incroyable, vous gérez 500 commandes par jour. Hein. Ouais. Ah, c'est fou. Et alors toi, tu es encore sur l'opérationnel de ce côté-là ou tu es vraiment là sur l'ordinateur? Enfin, quand je dis opérationnel, c'est Ouais. est-ce que tu t'occupes encore de mettre les... Parce que tu as dû commencer comme ça, évidemment, de mettre les coques toi-même dans les enveloppes. Comment ça se passe quand on Ouais. devient entrepreneur et un peu plus, là, quand ça commence à monter? Alors je le fais plus. Faut faire des choix au bout d'un moment. Voilà. Mm. Moi, aujourd'hui, je m'occupe surtout du développement du site et de l'international. Donc le développement marketing, le développement plutôt stratégique. Mais je suis toujours là. Enfin, j'essaie de passer pour voir les équipes, quoi. C'est là où je voulais t'emmener, parce que je fais intervenir Christopher, finalement, à ce moment-là. Je voulais t'emmener dans le fait qu'à un moment Ouais. donné, tu te concentres sur le développement de la société, sur comment optimiser son chiffre d'affaires. Voilà, on Ouais. n'est pas des philanthropes au bout d'un moment quand on est des entrepreneurs. Quand bien même on peut être passionné de son produit, le but c'est quand même de satisfaire ses clients, ça c'est la première chose, être compétitif, tout ce qu'on veut derrière, mais c'est quand même de se développer. Et c'est c'est là le lien que je voulais faire, le trait d'union avec toi, Christopher. Comment s'est faite la rencontre au bout d'un moment? Très sincèrement, est-ce que c'est toi, Christopher, t'as Steerfox qui est venu démarcher, hein, on peut le dire, ou est-ce que c'est toi qui a cherché, qui s'est dit à un moment donné, il faut que j'y aille? Comment ça s'est passé, messieurs? Alors, c'est Johan que tu avais rencontré, Ouais. parce que j'étais pas encore là à l'époque. Puis c'est Johan qui est venu vers toi, en fait, pour proposer. Et en général, les clients, quand on les démarre, ils sont déjà un petit peu actifs, où ils se posent vraiment des questions sur comment j'appréhende, en fait, ma croissance. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait un audit de leur campagne. Alors, audit, c'est un mot qui peut être un peu négatif, mais on fait une analyse, un scanner, un peu comme une prise de sang, en fait, si tu veux, des campagnes, pour voir ce qui va pas, et surtout ce qu'on peut faire. Et très sincèrement, avec l'expérience, on voit aussi le potentiel. Quand on voit des cas comme le tien, hein, où il y a beaucoup de produits dans le catalogue, forcément on se dit qu'il y a beaucoup plus de matière pour aller chercher du volume. Et donc c'était il y a 1 an et demi à peu près que Steerfox a commencé à collaborer avec Macoq. Puis donc on a commencé à mettre les différentes étapes pour se développer. Et tu dépenses à peu près 3 fois plus qu'au départ, en fait, On par dépensait mois. rien, donc forcément. Ouais, mais des premiers mois, parce que le premier mois on a commencé à Oui, bien sûr. dépenser. Quand tu dis dépenses, c'est quoi? C'est en investissement De publicité. de publicité, voilà. Ouais. Parlons clairement de ça. Voilà. C'est de la publicité, effectivement, du référencement payant, Ouais. presque. On peut appeler Exactement. ça comme ça. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a toujours un gros morceau qui est tu parles de Google, qui est monopolisé par Google. Maintenant, quand on regarde les tendances, c'est qu'il y a quasiment plus de gens qui font des premières recherches quand ils cherchent un produit sur Amazon que sur Google.
Donc déjà, c'est un premier fait. J'en fais partie, de plus en plus. Non, mais, Je le dis. non, mais en arrivant au J'ai plus studio, confiance en allant sur j'étais Amazon. derrière un livreur qui avait une pile comme ça de colis Amazon Prime. Donc, si tu veux, Ah ouais, c'est ça, genre, il y a peut-être le mien dedans. J'en attends, c'est voilà. c'est possible, c'est possible, c'est possible. Il y avait que des grosses boîtes. Alors, je sais pas ce que tu as commandé, mais ça avait l'air pas mal. Non, c'est un petit truc. D'accord, bon, c'était pas les tiens. Mais donc, tu as Amazon et puis tu as tous les réseaux. C'est sûr que Google, en fait, c'est. Instagram, tout ça quand tu parlais des réseaux. Oui, exactement. D'accord, Instagram. Oui, pardon. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok maintenant. Exactement, avec des sites qui sont différents. Ouais. Donc, Facebook qui vieillit, donc c'est plus chez moi. TikTok qui reste quand même une audience très jeune. Et en fait, Google, tu réagis. Donc, c'est quelqu'un qui volontairement va dire je recherche une nouvelle coque pour mon iPhone 13. Clairement. Donc, tu réagis par rapport à ça. Et en plus, la problématique que tu as sur Google, c'est que c'est un comparateur de prix. Donc, tu es mis directement face à tes concurrents. Et à l'inverse, dès que tu es sur les réseaux sociaux, tu vas venir plus en push, tu vas venir proposer des choses et dire bah tiens, tu viens de prendre ton nouveau iPhone 13, la coque que tu as peut-être acheté ailleurs que chez Macoque, t'es pas totalement satisfait. On va venir en push avec une offre de Macoque en disant bah voilà, tu as X déclinaisons du produit à te proposer. Et ça fonctionne de mieux en mieux. Et c'est vrai que ça permet d'équilibrer les choses et puis d'aller engager des consommateurs à différents moments. Steerfox fait pas que Google, tu fais aussi les réseaux. On fait réseaux. vraiment l'ensemble des canaux, y compris Amazon. Ok, y compris Amazon. Donc effectivement, au tout début, tu voulais pas spécialement le faire, entre guillemets. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'était pas quelque chose qui était acté dans ta tête. Tu t'es dit, bon, ça fonctionne, en tout cas, le fait maison marche bien. Mais à un moment donné, tu te rends compte, ou c'est pas forcément que tu te rends compte, mais tu t'interroges en te disant, bah, soit mes concurrents peut-être le font, ou soit, voilà, il y a un moment donné, j'arrive pas à aller plus loin. Comme, j'incite pas du tout ça, mais comme un gars qui fait de la muscu et qui se dit bah, sans complément alimentaire ça devient plus dur. Non mais c'est vrai, peut-être, j'incite pas à faire ça, mais comme c'est un domaine que je connais un peu, donc il y a un moment donné tu te dis bah, j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide quoi. Ouais, alors une aussi, analyse en tout cas. Nous on était donc très SEO, très référencement naturel, très organique, et en fait aussi Google pousse de plus en plus et a poussé de plus en plus ces annonces payantes en ajoutant de plus en plus de résultats, en cachant de plus en plus que c'est de la publicité. Donc forcément, en fait, le SEA, c'est devenu un canal qui est différent du SEO. C'est vraiment deux canaux différents et qui sont complémentaires. Moi, au début, j'étais j'étais un petit peu... je suis fort en SEO parce qu'on était premier partout sur les termes coque iPhone 10, etc. Au début, j'étais vraiment en opposition, allez, je vais me battre contre le SEA, mais en fait, c'est un canal différent. Ça veut dire qu'une personne qui a l'habitude de cliquer sur les premiers résultats sponsorisés par Google continuera à le faire et ira chez mes concurrents. Donc, plutôt que de le perdre, je préfère qu'il aille chez moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait du SEA et qu'on travaille avec Steerfox depuis 1 an et demi maintenant. C'est intéressant comme analyse. Alors, on peut d'ailleurs ne pas être d'accord avec la politique de Google ou la politique, on va dire, du monde de la vente de manière générale. De toute façon, le monde évolue. Bon, bah voilà, Steerfox, vous êtes des spécialistes là-dedans, en tout cas pour analyser tout ça et les aider. Mais voilà, effectivement, tu l'as dit, si je peux me permettre d'analyser un peu, c'est pas par obligation, mais à un moment donné, il faut être compétitif, quoi. Donc on est obligé de subir ça. Il faut aller chercher le consommateur où il est. Clairement. Ouais, donc, j'ai vu cette évolution moi sur Google aussi, en tapant effectivement si je me permets mon expérience personnelle, donc moi je suis vraiment pas dans votre domaine, vous l'avez bien compris, mais effectivement on me propose des choses que je voulais pas forcément aller cliquer en premier. Et souvent parfois c'est au détriment de la qualité, mais ça c'est mon point de vue. Non mais peut-être que je dis une bêtise, Christopher, mais c'est mon point de vue. En tout cas, on en était là, donc intervention. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble là, maintenant? 1 an et demi. Et quoi qu'il en soit, bon, c'est une bonne réussite pour l'instant. Ouais, franchement, Steerfox fait bien son travail. Steerfox fait bien son travail et les publicités représentent 40% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même pas négligeable et on est super content d'avoir fait ce choix-là. Évidemment. Mais je pense qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire que c'est aussi parce que Macoque et toi, Anatole, faites bien votre travail que ça fonctionne. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, parce que les 500 produits, 500 commandes partent tous les jours, parce que les gens ont des produits de qualité, etc. C'est vraiment un partenariat. Tu peux pousser n'importe quel produit, s'il n'est pas bon, au bout d'un moment, tu auras beau le pousser autant que tu veux, il va redescendre au bout d'un moment. C'est un peu ça. Totalement.
toute transparence, on a des convenus avec des clients qui en fait n'avaient pas les produits disponibles et voilà, donc on générait les commandes via les moteurs de recherche, mais derrière les clients n'étaient pas livrés. Ça n'a pas duré très longtemps. Oui, ça se Donc, sait, ouais, les avis internet, etc. exactement. Donc, Donc en général, l'équilibre entre nous, enfin entre Macoq et Steerfox, de manière générale avec nos clients, c'est établi de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail du côté de Macoq sur la sélection des produits, l'approvisionnement, la logistique, toute la stratégie marketing. Ouais. Je pense que tout à l'heure on va parler de l'internationalisation de Macoq, donc vraiment ces sujets fondamentaux. Et puis et nous on est le bras vraiment marketing pour aller faire entrer des gens dans la boutique. Mais on essaie de je sais pas si soulager est le mot exact, mais en tout cas de seconder nos clients là-dessus pour qu'ils puissent se concentrer sur d'autres fonctions. Parce que c'est complexe, mine de rien. Quand on commence à alimenter 8 canaux SEA différents, avec des problématiques différentes, des objectifs différents, parce qu'il y en a qui sont plus en amont de funnel, d'autres qui sont vraiment très transactionnels, forcément, c'est un autre métier. Et nous, on se concentre là-dessus. tu es un peu sur les réseaux sociaux, Macoq un peu quand même. Pas assez malheureusement, donc on va essayer de changer T'as ça. besoin d'influenceurs, sinon on t'en Ouais. présente. Hein. Non, mais Contactez-nous, je plaisante Vraiment, évidemment, mais ouais. voilà. Mais c'est un excellent sujet. c'est Hein. un sujet, Et c'est pour ça, je te disais, oui, on peut dire on a fait du bon boulot avec Macoq, ok, mais de la même manière, si Anatole avait pas un super site avec un bon catalogue, des bons produits et fait pas bien son boulot, ça marcherait pas. Et de la même manière, le côté influence, il est clé, il est très complémentaire. On voit une corrélation directe entre les actions d'influence et les requêtes. Les gens vont pas spontanément mettre ECN Inside fait sur le moteur de chasse parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils ont eu un autre point de contact. Ouais. Et donc, et l'influence fonctionne extrêmement bien aussi dans notre secteur. Oui, toi c'est quelque chose avec lequel tu fonctionnes en permanence quand même. Enfin, c'est que Alors, quand je nous, dis on ne le permanence, gère pas nous-mêmes, mais on a Oui, j'ai bien de compris ça. plus en plus de clients, honnêtement, qui activent. Alors, il y a pas mal de polémiques à l'heure actuelle. Tu te souviens de l'histoire de Nabila là, qui a été condamnée d'ailleurs à 25 000 euros parce qu'elle n'avait pas précisé que c'était sponsorisé. Ah oui. Donc là, c'est juste la partie émergée. Mais dans le fond, il y a toutes des microsphères d'influence qui sont extrêmement complémentaires et très spécialisées. Et pour illustrer ça, de notre exemple, on parlait des réseaux sociaux. Facebook est un canal qui marche très très bien en B2B. D'accord, ok. C'est étonnant. Ouais. Mais pourquoi? Parce que au sein de Facebook, tu as beaucoup de communautés professionnelles. Tu as des Oui, c'est vrai. professions de santé, tu as des professions des médias, tu as des professions du bâtiment, tu as plein de communautés différentes, de la restauration, etc. Et donc, des audiences à engager. Parce que sur Facebook, ils n'échangent pas uniquement sur leurs vacances, etc., mais sur la problématique professionnelle. Et donc, il y a des choses à faire. Et c'est là où on n'est plus très loin de l'influence. Oui, ça commence à se rapprocher, effectivement. Exactement. Et alors, là, on était un peu sur le présent, on reste un peu sur le présent, mais on va pas tarder à attaquer un peu le futur, hein, j'ai envie de dire. Quand on a 8 ans, 9 ans d'ancienneté, voilà, Macoq.com a 9 ans d'ancienneté, pour l'instant ça marche bien, voire très bien, voilà, selon les avis. Là, j'ai presque envie de rentrer plus dans l'humain, c'est-à-dire au-delà du fait du chiffre d'affaires, toi, t'as quoi, 25 ans, 26 ans? 26. 26 ans, tu te dis, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, enfin, là, tu continues évidemment, mais est-ce que tu as des moments de doute? Est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, alors évidemment, c'est complexe, hein. Quand on fait 3 millions ou 2,5 millions de chiffre d'affaires, faut pas se dire qu'on peut revendre à tant d'euros et qu'on empoche tout. Enfin, il y a évidemment plein de choses qui s'enlèvent derrière. Mais voilà, comment tu vis le truc, toi, à 26 ans? Est-ce que tu veux continuer à fond? C'est ta passion? Est-ce que parfois tu as des coups de mou? Parce que c'est quand même, ça demande du travail tous les jours. Alors, il y a quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est ce côté familial où en fait et j'ai eu des moments où on m'a fait des propositions de rachat quand j'étais au lycée, donc forcément en première année d'école, donc forcément on y réfléchit, mais très vite j'ai compris la force de cette entreprise qui est en fait que ça fait travailler plein de gens que j'aime autour de moi, donc ça c'est trop bien et c'est assez rare, je pense, de se lever le matin et de pouvoir travailler avec sa famille et dans le monde, parce que je fais aussi travailler mon oncle qui est au Canada, donc forcément c'est hyper sympa. Après, j'aime beaucoup créer des projets technologiques, techniques.
Donc ça, c'est une passion et c'est pour ça que j'ai créé il y a un an, j'ai lancé une marketplace de produits fabriqués en France. Donc c'est On précise. encore, voilà. Donc ça, c'est super aussi. C'est plein de, tu vois, c'est créer plein de nouveaux projets. Le web offre la possibilité de créer ce qu'on veut quand on veut et avec qui on veut facilement. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien faire. Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter ma coque parce que c'est génial et que ça fonctionne bien. Mais je suis quand même content de lancer de nouveaux projets et ça c'est On va en c'est parler de cette passionnant. marque-là d'ailleurs en fin d'émission. On n'est pas très loin d'ailleurs là. Alors, je parlais du futur là. Alors là, Ouais. tu dis que tu as envie de continuer. Ouais. Comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce qu'il Ouais. faut faire pour s'améliorer? Comment peut-être Surfox peut t'y aider? Voilà, comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. J'aimerais bien donc lancer l'international avec Sirfox, donc l'Europe plutôt. J'espère qu'on sera présent. Je me suis donné comme objectif qu'on soit présent en 6 langues enfin, à la fin février 2022. Donc j'espère qu'on y arrivera. Pour l'instant, tu distribues, t'es que référencé en France. Francophone, Ok. France, Le site est, Belgique, voilà. Suisse, Ok. voilà, et On Canada. l'a pas en anglais par exemple. Le Non, on site. l'a pas en anglais, Ok, pas donc encore. c'est vraiment la pure entreprise française. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le projet à l'international. J'aimerais bien qu'on essaie de proposer aussi, pourquoi pas, des coques fabriquées en France, essayer de, pourquoi pas, développer cette filière-là. J'aimerais bien. Mais ça n'existe pas encore assez, malheureusement. Et après, bah, voilà, lancer de nouveaux projets, c'est ça qui est bien. Stirfox, International, l'Europe, tout ça, vous couvrez Oui, oui, sans oui, oui, problème. on est client italien, on a différents clients qu'on accompagne déjà sur d'autres territoires en fait que la France. Principalement l'Europe, il y en a quelques-uns qu'on accompagne aux US, au Canada aussi. Enfin, il y a une proximité quand même avec le Canada, Mm. bien évidemment. Et dans le cas d'Anatole, l'idée justement c'était de l'aider par notre connaissance du marché. Donc concrètement, est-ce qu'une coque qui se vend X euros en France, à combien elle se vend dans les différents pays? Ça c'est le premier point. Est-ce qu'elle peut Et- plaire en plus? Mm. Exactement. Et en plus, une coque est adaptée à un téléphone. Mm. Donc si on n'a pas le même parc de téléphone à l'étranger, forcément le stock de produits n'est pas adapté. Et donc en gros, quelle est la demande par type de téléphone mesuré dans les différents pays. Donc on a pu travailler là-dessus. Alors c'est des informations générales, hein, forcément c'est ce qu'on peut récupérer, mais pour aider à pouvoir se lancer en fait en ouvrant le marché allemand, typiquement, est-ce qu'on met juste le catalogue français, on le duplique, ou est-ce qu'on met une sélection qui est peut-être plus customisée, au-delà de la traduction bien sûr du site en allemand, Ouais, sur les goûts allemands, on va dire ça exactement, comme ça. voilà, Si je peux, avec en une chope quelques de mots. bière. Ouais, qu'est-ce qui marche bien en France? Et d'ailleurs, je pense à ça. Quel est ton top vente qu'on peut retrouver, j'imagine, sur le site? Tu dois avoir un truc des Ouais. meilleures ventes. Mais voilà, quelles sont les meilleures ventes de coques? Qu'est-ce qui Ah. marche bien? Franchement, c'est plus les coques classiques, transparentes, qui sont assez discrètes. Mhm. Après, on a quelques fantaisies, des coques avec des hiboux, etc. J'ai peur de ce que tu vas me dire. C'est des hiboux, ça va? Et beaucoup aussi de protection pour l'écran, parce que c'est ce qui est le plus fragile. Donc ça, c'est les top ventes, ouais. D'accord. Et plutôt Apple, plutôt Samsung, Huawei. Alors, le marché a beaucoup évolué. Au début, c'était très Apple, puis Samsung est arrivé. Samsung a été leader pendant plusieurs années, je dirais 4 ans. Et là, maintenant, les marques chinoises arrivent. Donc, depuis, ça doit faire 2-3 ans que les marques chinoises arrivent en Europe. Donc, Huawei, Xiaomi, toutes ces Oppo, Vivo. Il y en Ouais, a tu commences à voir plein. une montée de ces marques-là. OnePlus, ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et on le voit dans les ventes que maintenant, par exemple, Xiaomi est en train d'arriver en force et faire de l'ombre à Samsung. Donc, ouais, nous, on le voit indirectement via la vente de coques. Donc tu as tout ce qu'il faut sur macoque.com. On a Tu peux effectivement, bah oui, vu 200 ou 300 000 références, Ouais. j'imagine que tu peux couvrir tous les téléphones possibles. Bah écoutez, on en a déjà bien parlé là, à l'international. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors comme réussite sur macoque.com avant de finaliser avec ta dernière marque? Ouais, c'est l'international, c'est le plus dur. L'international, C'est un gros morceau pour toi, tu penses? Ouais, c'est un gros morceau, c'est hyper amusant à faire, parce que enfin, j'ai hâte de voir le SAV qu'on va faire en allemand. Mais c'est ça qui est sympa en fait, c'est de se lancer et de voir aussi comment le marché va réagir. Et puis on prend pas trop de risques, hein, donc on s'amuse, on va s'amuser en fait. Et en plus, la manière dont on travaille aussi ensemble, c'est que
et corrige-moi, hein, Anatole, hein, parce que c'est comme ton activité, mais l'idée, c'est pas d'injecter 1 million d'euros pour voir ce qui se passe. En fait, c'est qu'il faut atteindre peut-être une rentabilité un peu moindre que celle du marché français qui est un marché établi, mais que quand Anatole investit 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros, forcément, il faut qu'il y ait du retour sur investissement. Évidemment. Et c'est une problématique qu'on a en transversal sur nos clients. C'est pas des structures qui ont levé des dizaines de millions d'euros pour s'étendre à l'international. Non, c'est vraiment du très opérationnel et rentable, quoi. Donc c'est extrêmement important pour les lancements internationaux. Ok, bon bah on peut parler de ton autre marque avant Ouais. avant de terminer. Tu as commencé à l'évoquer puisque c'est important pour Ouais. toi le Made in France, on l'a bien compris. Ouais. Tu aimerais justement qu'il y ait plus de fabrication de coques en France. On va pas tricher, alors c'est moi qui le dis, comme ça vous n'avez pas besoin de le dire, mais évidemment que ça devient de plus. On sait que si je dois regarder tout ce qu'il y a sur le plateau ou ce qu'on a qu'on porte sur nous, c'est de plus en plus compliqué d'avoir du Made in France et c'est bien de le mettre en avant. On a bien compris que c'était un de tes combats en tout cas, ce qui te fait plaisir en tout cas. Donc là tu as créé un site qui s'appelle Rodimon. Les échoppes, donc une marketplace de produits fabriqués en France. Et l'idée, en fait, est de mettre en avant le savoir-faire et les histoires des artisans français. On en a rencontré plein. On a des gens qui fabriquent des nappes, des vêtements. Il y en a de plus en plus. Donc, moi, j'aimerais bien aussi, notamment, participer à cet effort collectif du Made in France. Et c'est pour ça qu'on a lancé ça il y a un an et j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, ça va? Tu commences à avoir C'est le début. On travaille avec 210 marchands maintenant et artisans. J'imagine que ça leur fait très plaisir. Ouais, l'idée, nous, c'est de les aider à se faire connaître sur Internet. Ils se connaissent pas trop forcément. Donc nous, on essaie de les accompagner, essayer de distribuer leurs produits avec un nouveau canal de vente. Et j'espère que ça va marcher et qu'on y arrivera. Ok, très bien. Et si je peux rebondir sur le Made in France, nous on a un partenaire qui s'appelle Cocorico. Je ne sais pas si toi tu dois connaître, on a déjà en parlé, mais toi Dimitri, je ne sais pas si tu connais. Donc Cocorico, en fait leur baseline c'est le Made in France enfin abordable. Cocorico, c'est du vêtement fait en France, 100% fait en France, donc des boxers, des t-shirts, des polos, des pulls, des jeans, etc. Mais les tarifs, ils ne sont pas les tarifs totalement délirants parce qu'on peut fabriquer des produits de qualité à des prix raisonnables en France. Et typiquement, un boxer, c'est moins 10 euros. En fait, et franchement, c'est le produit de qualité. Un jean, c'est 65 euros. Un t-shirt, c'est 30 euros. Donc, on n'arrive pas non plus dans le luxe, hein, pour dire ce que tu disais. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un engouement pour ces produits-là et je trouve ça vraiment génial quoi, d'aller référencer 200 acteurs qui vendent du Made in France et puis il y a tout, hein. Il y a de la bière, il y a des bougies, il y a des vêtements, c'est ultra vaste en fait. Ouais, c'est une belle aventure, je veux dire même humaine, tu vas rencontrer beaucoup de monde qui ont des histoires à raconter. Souvent le Made in France, en plus ceux qui fabriquent en France sont souvent un peu comme toi tu l'as été ou comme tu l'es, entrepreneur français. Qui effectivement veut faire grandir sa société et l'idéal évidemment tu fabriques pas toi les coques hein, mais si tu avais pu j'imagine que tu l'aurais fait quoi. C'est ça, en fait on n'en parlait pas autant en 2012 et c'est pour ça que maintenant je pense que tous les nouveaux projets devraient forcément avoir des enjeux et ça l'est de plus en plus, des enjeux écologiques, des enjeux de relance de l'économie française, des industries qui partent, nous on le voit hein, donc j'espère que on arrivera à participer à ça et c'est ce pourquoi on se bat. Ouais, on a bien compris en tout cas. Pour terminer cette émission, j'ai un mot de la fin pour ceux qui voudraient se lancer dans le e-commerce. J'aime bien terminer là-dessus, se lancer ou ceux qui sont au tout début. Quel conseil tu pourrais donner je te dis que ça soit souvent j'ai envie de dire plutôt humainement puisqu'il il peut y avoir des passages compliqués quand on est entrepreneur ou se dire les marches sont tellement hautes quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer? De faire et de se lancer justement, de pas trop réfléchir. C'est un conseil que beaucoup de gens donnent et il n'est pas révolutionnaire, mais il est vrai. De surtout faire et de faire avec passion. Mais en fait, de le faire avec passion, ça permet de plus le voir comme du travail, mais comme un amusement. Et moi, je crois beaucoup à ça et je pense que quand on est passionné, on finit par y arriver d'une manière ou d'une autre.
Parfait, Christopher, toi, tu as un petit mot à donner aussi? Oui, on peut s'en parler. Moi, j'investis dans des structures depuis des années et beaucoup de boîtes françaises. Et il y a un travers, qui devient un conseil. Il faut vraiment se concentrer sur ses forces. Ça paraît simple comme phrase, mais si on la tourne en boucle et qu'à chaque fois on réfléchit, on dit, mais est-ce que en faisant ça, je me concentre vraiment sur ce sur quoi je suis fort? Bah, forcément, ça implique une gymnastique et une rigueur et qui fonctionne. Et on a trop souvent tendance à se disperser, à partir dans tous les sens et de faire trop de choses. Et on voit que les histoires qui fonctionnent, c'est celles-là, hein, très Ok. clairement. Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Voilà, j'ai passé un bon moment avec vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anatole, qui est donc cofondateur de Macoq.com et donc le directeur général de Steerfox, donc Christopher. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir Merci, apporté ton expertise. Voilà, c'est la fin de cet épisode de E-Commerce Nation Inside, un nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème et un nouvel épisode. À très bientôt.